No pain, more gain. Bienvenue dans le podcast qui explore l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un sportif pour parler de ce qui se cache réellement derrière ses performances, les 99% de sa vie que personne ne voit. Moi, c'est Edouard, ancien sportif de haut niveau pendant 15 ans dans le volley. J'ai arrêté ma carrière à 32 ans, après 52 sélections en équipe de France, mais aussi un burn-out, des blessures et des galères financières. Je suis bien placé pour savoir que derrière chaque sportif se cache un homme ou une femme comme vous, avec des hauts et des bas, face à ces challenges du quotidien, de la blessure physique à la pression psychologique. Dans chaque épisode, vous ressortirez avec les secrets des plus grands sportifs pour trouver votre propre équilibre, parce que je suis convaincu que nous sommes tous à notre échelle des sportifs de haut niveau. Hello Florian. Salut Edouard. Comment ça va ? Écoute, pas trop mal. Écoute, moi je suis vraiment ravi de t'avoir sur le podcast No Pain, More Gain. Donc le podcast où on part vraiment à la rencontre des athlètes pour comprendre ce qui se cache vraiment dans leur quotidien. D'accord. Et pour commencer par une rapide présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc Floria, tu es une membre de l'équipe de France d'athlétisme. Ça fait près de 15 ans, je crois que j'ai vu. C'est vrai, ça commence à faire. Il me semble que ta première compétition internationale, en tout cas ta première sélection, c'était en 2010, de ce que j'ai vu, à Bergen, en Norvège, il me semble. Alors, Ça te dit quelque chose ? Peut-être que tu as raison, hein, mais c'est vrai que je pense d'abord au championnat d'Europe à Barcelone en 2010, mais c'était peut-être un championnat qu'il y avait dans la saison, par exemple une rencontre entre plusieurs pays, mais pas forcément le championnat clé. Ça marche. Donc 2010, on est bien à 14 on est bien dans ans l'année, de carrière. Donc tu es spécialiste du 400 mètres. C'est ça. Donc une discipline que tu nous expliqueras plus en détail. Tu as participé 3 fois aux Jeux Olympiques. Tu prépares là en ce moment même, donc tu es 4e pour Paris 2024. Donc je touche du bois. Oui. Tu as été remarqué par une course incroyable, donc, avec ton titre de champion d'Europe sur le 4x400 à Zurich en 2014. Donc une vidéo qu'on pourra regarder ensemble. Et tu nous repartageras évidemment comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là. C'est une vidéo qui est vraiment inspirante, que même moi, en tant qu'ancien sportif, j'adore re-regarder. Donc c'était un moment incroyable. Tu es aussi une maman. Donc, tu as 3 hommes dans ta vie. Oui. Donc, Cameron, William et Guillaume, donc le papa. Donc, Guillaume qu'on salue, qui est très certainement en train de faire une petite partie de paddle. Ah oui, c'est possible. Entre midi et 2. Tout à fait. Et donc, l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, de découvrir ton parcours et surtout de partager comment tu as fait pour gérer une aussi longue carrière à un aussi haut niveau. Et en parallèle, devenir maman et comment ça se prépare, comment ça se met en place et comment tu le gères tout simplement aujourd'hui au quotidien. Et pour démarrer, je t'invite tout simplement à raconter ton histoire et te présenter. Alors, on va recommencer. Je vais d'abord faire la présentation. Donc, effectivement, je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme. Je suis 3 fois championne d'Europe sur 400 mètres et 4 fois 400 mètres. Les grandes lignes. Et effectivement, j'ai eu la chance de participer à 3 Jeux Olympiques et j'espère terminer sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, je réponds à quelle question en premier ? Alors, par où ça a démarré ? C'est comment tu es devenue une athlète de haut niveau, toute petite. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tes parents étaient sportifs ? Mes parents ne sont pas particulièrement sportifs. Ma mère a toujours aimé toucher un peu à tous les sports, mais par plaisir. D'accord. Jamais dans la compétition. Et donc, je suis née à Nantes. Mes parents, mon père en tout cas, est originaire de Côte d'Ivoire et ma mère plus vers Pornic, pour ceux qui connaissent, plus du côté proche de la Bretagne. Je suis venue à l'athlétisme par le biais de ma sœur aînée, qui en faisait déjà en fait avant moi. Et c'est vrai combien de frères et sœurs ? J'ai 3 sœurs. Ok. Et je suis la dernière. D'accord. Et c'est vrai que ma sœur aînée, du coup, j'aimais bien venir la voir en compétition. Je trouvais ça super sympa de l'encourager. Et petit à petit, j'ai eu envie moi aussi d'essayer, quoi. Je trouvais ça plutôt sympa de pouvoir toucher un peu à tout. Aussi bien le saut, le lancer, la course, c'est assez diversifié. Donc, tu trouves forcément... D'ailleurs, quand tu démarres dans l'athlétisme, tu touches forcément à toutes les épreuves ? Oui, généralement, oui. Quand tu arrives jeune, en tout cas, on t'initie un peu à tout, justement. Et j'aimais bien la hauteur, j'aimais bien la longueur. Le sprint aussi, mais j'avais pas fait un choix au début. D'accord. Et t'as quel âge du coup à ce moment-là ? Je pense que je devais avoir 13 ans. D'accord. Dans ces eaux-là, je pense.
Mais c'était vraiment une fois par semaine Ouais, pour voir les copains. J'avais pas en tête forcément d'exceller et de participer à tel ou tel championnat. d'accord. Et toi, Vraiment le tes grandes plaisir. sœurs, elles étaient toutes un peu sportives ou il y en avait une qui Euh, était un peu le guide? Bah, du coup, il y en a vraiment une. Euh, oui, ouais, oui, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une au final, vraiment. Bon, oui, il n'y en a qu'une. D'accord. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vrai qu'il n'y en a vraiment qu'une qui touchait un peu à tout, notamment à l'athlétisme. Et du coup, j'ai voulu faire pareil. Elle faisait des compètes aussi. Ouais, Je t'avoue que je ne sais pas jusqu'à quel niveau elle a été. Mais en tout cas, elle avait le plaisir de ne pas juste s'entraîner, mais quand même de ok. Elle concourir. faisait du 400 mètres? Non, elle faisait pareil, elle touchait un peu à tout. Elle faisait des crosses notamment. D'accord. Cross-country, ce genre de choses. Plus Plus du, endurante. voilà, c'est Ok, ça, ok. plus du long. D'accord. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis aussi par l'école, bien sûr. Ouais. Tu sais, quand tu fais le cross NSS, Ouais, ouais, je vois très bien. Je me t'as le souviens retour très, des très bien. professeurs et tout ça. C'est vrai qu'ils me disaient, bon, t'as quand même un potentiel. Ils conseillaient de me licencier dans un club, etc. Et ça m'a plu, donc je me suis forcément licenciée. Et de fil en aiguille, bah, mes ambitions ont évolué, c'est vrai. Et donc, quand tu te licencies en tant que jeune, donc tu es à la fédération d'athlétisme, il y a quoi? Il y a des détections? Tu te fais repérer une première fois? Non, c'est pas comme dans le foot. D'accord. C'est pas des détections. C'est par rapport à ton chrono, finalement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur place et de détecter parce que comme t'es chronométré, c'est peut-être plus simple que Ouais. dans d'autres sports où t'as pas de. Je cherche le terme exact. Euh, Bah, oui, c'est ça, c'est pas c'est co- des c'est quand. stages de détection, Ouais, ils essaient de repérer les talents, les futurs talents en tout cas, pour les emmener vers une sélection départementale, puis ouais. régionale, puis Pour nationale. le coup, ce que je voulais chercher à dire, c'est que nous, il y a un chrono, c'est net, quoi. C'est pas Oui, discutable. ouais, ouais, je comprends. Donc non, il y avait pas cette nécessité-là. C'est plus, j'ai fait un premier 200 mètres, ça m'a classé tant au niveau français. D'accord. Donc ça, déjà, c'est un indicateur. Ouais, Que complètement. par rapport à ton âge ou ta catégorie, je me suis assez rapidement retrouvée dans la catégorie élite, en fin de Ouais, compte, alors que j'étais encore dans la catégorie jeune par rapport à mon âge. ok. Donc Donc tu c'est étais ça qui déjà permettait de... sur des performances quasi enfin, Au élite, c'est niveau... senior au Oui, final. c'est ça, c'est Ouais, ça. ok. Ouais, ouais. Donc c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire les premières sélections via le relais d'abord, Ouais, avec les grands de suite, ok. à 19 ans à peine. Et le choix du 400 mètres, c'est arrivé assez rapidement? Eh ben, en fait, au début, en tout cas nous en France, le 400 mètres, tu pouvais pas le pratiquer avant junior. Donc junior, on regardera quel âge c'est, je sais plus. Ouais, Mais on était un des rares pays. Les autres, ça commençait en cadette. Je sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait l'acide lactique, ok, parce qu'il y a peu de disciplines où en fait tu as vraiment l'acide lactique. d'accord. Je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, du coup, tu commençais d'abord sur le 200-300. Et généralement, si tu étais assez performant sur 300, bah, tu montais naturellement sur 400. D'accord. Et Tu vois? tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est l'acide lactique, justement pour ceux qui connaissent pas forcément le terme? La réaction que tu ressens dans ton corps, c'est vraiment que tu as de la difficulté à monter les jambes. Ça monte crescendo. Généralement, ça part vraiment du bas des jambes jusqu'aux fesses, en fait. Ok, Tu sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Mais dans tous les cas, tu as l'impression vraiment d'avoir les jambes extrêmement lourdes. Et à partir du moment où ça apparaît, ça accroît tout le temps, tout le temps, tout le temps. d'accord. Il y a aucun moyen Donc, de le gérer, quoi. bah, en fait, tu apprends à l'entraînement à courir avec. D'accord. Ça, c'est net. Tu sais pas quand est-ce que ça va apparaître. Tu peux très bien faire toute une course sans le ressentir et le ressentir après la ligne d'arrivée. Mais tu peux aussi le ressentir à 100 mètres de la ligne. Et là, c'est un peu plus complexe. Ok. Parce que tu dois rester suffisamment technique pour avancer avec acide lactique qui est vraiment désagréable. Donc en fait, il faut que tu t'habitues, tu flirtes un peu avec cet acide lactique. Faut pas que tu combattes, faut que enfin, tu vois, Ah, non, non, c'est hyper tu intéressant. embrasses presque l'acide Mais est-ce lactique. que tu considères comme une forme de douleur ou pas? Est-ce que pour Ah toi, oui, c'est de la oui, souffrance? bah, comme tu apprends à le dompter, c'est pas une. Tu peux pas dire que c'est une souffrance pure et dure, parce que je pense que du coup, tu changerais de discipline si Ouais, tu veux. ouais. Mais c'est vrai qu'au sens propre du terme, c'est quand même douloureux. Mais ça s'estompe aussi vite que ça n'apparaît. Donc c'est vraiment, tu dois jouer avec, si tu veux. Ok, ok. Super intéressant. Donc là, ça y est, tu démarres cette carrière on va dire de 400 mètres spécialiste. En parallèle, d'ailleurs, au niveau des études, t'en es où? Tes parents, est-ce qu'ils te soutiennent par rapport Ah oui, à cette volonté de faire ça à haut niveau? complètement. Bah, écoute, au tout début, avant même de faire du 400 mètres, donc quand j'étais encore entre les deux, entre bon, bah, ça prend un peu plus de place dans ma vie, l'athlétisme, mais où est-ce que je veux aller? J'étais pas encore dans une démarche professionnelle, mais j'étais sur la première étape, c'est-à-dire que j'avais intégré le centre éducatif nantais pour sportifs de
haut niveau, donc qui me permettait de faire c'est sport-études. Sport-études. Donc, c'est comme les crêpes, c'est comme C'est le ça, crêpes de c'est le Montpellier. même principe. Ok. Donc vraiment, tout est fait pour concilier. Donc je pense que c'est une première étape quand même. Tu vois, inconsciemment, je pense que bien j'allais sûr. dans une démarche particulière. Donc j'ai toujours voulu allier les deux. Après, c'est vrai que parfois, j'ai fait le choix de faire une pause, notamment quand j'ai voulu tenter le tout pour le tout et passer vraiment professionnel. C'est-à-dire en vivre vraiment pleinement, quoi. Avoir un salaire fixe, etc. Et ça s'est avéré gagnant parce qu'au final, cette année-là où j'ai décidé de faire une parenthèse, donc t'avais quel âge cette année-là? Je t'avoue que je sais, ça passe vite. Moi, je sais plus vraiment, faut que je regarde. Je crois que j'étais à Lyon, de sûr. Ok, donc à Lyon, de ce que j'ai vu, t'étais déjà... J'étais à la fac et c'est vrai que j'avais du mal à concilier les deux. C'était pas forcément vraiment adapté. C'est-à-dire que tu sais comment c'est, les sportifs de haut niveau, t'es amené à partir souvent à l'étranger. Parfois, tu pars en stage préparatoire plus d'un mois et parfois, ça passait avec certains profs et d'autres qui comprenaient clairement pas. Donc j'avais un mal-être, quoi. Je me sentais tiraillée. Tout à fait. Donc l'école dans laquelle tu étais, donc c'est l'EM Lyon, c'est une école de... Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai fait. C'est le master. Je l'ai fait après. D'accord. Au contraire, eux, ils sont géniaux. Ouais. Ils ont mis un programme en tuteur distanciel au top. Vraiment, c'est avec le L. Et ils sont là pour te soutenir pleinement. Là, pour le coup, non, j'étais à la fac. Donc ça, c'était la fac. Donc la fac, il n'y avait pas de système adapté à ton rythme de sportif de haut niveau. Vraiment, en fait, tu avais le droit à 3 absences. Ok. Donc c'est rien. C'est absolument rien, 3 absences dans une saison d'athlète professionnel. Donc c'était assez particulier. Je sais qu'il y a certaines remarques qui m'avaient un peu marqué plus que d'autres, de certains professeurs qui n'étaient pas toujours bienveillants. Pas tous, bien sûr. C'est quoi comme genre de remarques que tu... Du coup, on ne cite pas à l'université parce que c'est pas le but. Mais je sais que parfois, j'avais travaillé sur des TD en groupe. J'étais pas là pour la présentation. Ça tombait sur une compétition. Et je me rappelle que le professeur m'avait dit, à un moment donné, il faut arrêter de courir, quoi. Alors, je ne sais pas si c'était au sens propre ou au sens figuré, pour le coup. Je pense que c'était un peu des deux. Mais dans tous les cas, c'était vraiment sans y mettre les formes, si tu veux. C'était vraiment... quelqu'un qui n'était pas du tout... Mais qui ne prend pas forcément au sérieux, en fait, tout à fait. ce que toi, ce que tu fais au quotidien en tant qu'athlète de haut niveau. Et c'est vrai que c'est important quand même de le partager, parce que ça, c'est des clichés, tout simplement, qu'on peut traverser quand on est sportif. Et là, heureusement, on a de plus en plus de cursus scolaires et d'études qui ont compris et qui mettent en avant la carrière d'un sportif. Je crois que j'entendais, je crois que c'était Florent Manodou qui disait que la France n'était pas un pays du sport. J'ai vu Je crois que c'est assez récent. C'est sur le plateau TV. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est du coup là dans le contexte des Jeux Olympiques. Toi d'ailleurs, c'est quoi ton regard là-dessus? Qu'est-ce que tu penses pour avoir voyagé, voir les États-Unis aussi, qui est quand même je pense une référence par rapport à leur système universitaire. C'est quoi toi ton avis là-dessus? Mais écoute, sans vouloir faire de comparaison directe avec, souvent on pense aux États-Unis, c'est vrai que je pense que c'est lié à la culture. Okay. Je pense que faut voir les années antérieures, etc., pour expliquer pourquoi effectivement je trouve qu'en France, sans vouloir faire de polémique. Non, mais c'est pas le but. C'est pas forcément vu avec bienveillance dans tous les cas, que ce soit même dans le milieu scolaire, quand tu fais simplement du sport pendant les cours de PS. C'est à peu près à la légère, disons. Ça, c'est pas grave de pas vouloir être, atteindre le niveau professionnel. C'est pas le souci, c'est juste le regard. Je saurais pas comment te dire, mais tu vois, si jamais tu loupais un cours de sport, c'était pas si grave, quoi. C'est juste sport, c'est juste comme une corvée, alors qu'en fait, le sport, c'est au-delà de ça, que ce soit pour la santé. Enfin, tu sais bien que c'est pas. Tout à fait. C'est pas anodin, c'est quelque chose qu'il faudrait intégrer dans son quotidien. Après, différentes doses, bien sûr. Ouais. Après, oui, comme tu dis, l'objectif, c'est pas que tout le monde devienne des athlètes de niveau. C'est ça, oui. Mais c'est que, en tout cas, ça a une vraie importance dans les différentes matières qu'on va avoir et de mettre en avant l'impact positif sur la santé, qu'elle soit physique et mentale, parce que ça a un énorme impact sur le bien-être en général. Et je pense que ça, on s'en rend pas assez compte. En tout cas, c'est pas assez bien mis en avant, bien souligné dans le parcours scolaire.
En tout cas, je sens qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres nations Ouais. là-dessus. Et au-delà de ça, il y a aussi les valeurs que ça véhicule. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a appris la résilience, Ouais. le respect, enfin, tellement de choses importantes que tu vas retrouver, même après ta carrière, enfin, toute ta vie, en fin de compte. Tout à fait. Alors, je reprends ton parcours. Donc là, ça y est, t'es lancé. Et je crois que ton premier titre, enfin ta première médaille, pardon, c'était en 2012 lors des championnats d'Europe à Helsinki. Helsinki. Helsinki, où tu as une médaille d'argent sur le 4x400. Et c'est aussi l'année des Jeux. Donc, comment est-ce que tu as vécu ces premiers... T'es sûr que c'est l'année des Jeux 2012, ouais, c'est Londres. 2012, et c'était l'année des Jeux, c'était juste avant, du coup, tu vois, je me rappelais même pas Ouais, c'était la même année. que c'était la même année. Et, Ok. et donc, est-ce que tu considères que ça, c'était premier grand souvenir dans ta vie d'athlète, ou est-ce que c'est ensuite C'est- le titre européen Bah, très honnêtement, je pense que. Ouais, je me rappelle maintenant, Helsinki. C'est la première fois que je faisais une médaille, oui, chez le grand, du coup. Ça a été un déclic, quand même, un premier petit déclic, dans Ok. le sens où, une fois que tu as touché un podium européen, tu veux plus. Et je me souviens qu'après cette médaille, on nourrissait, du coup, c'était une envie collective d'être championne d'Europe. Donc, tu vois, là, déjà, c'était plus juste, ah, c'est chouette, on a fait une médaille, on est très satisfaite, Ouais. on l'a célébrée. Mais même individuellement, du coup, ça a déclenché quelque chose en moi, quoi. Ok, donc là, Je me ça y est, disais, toi, en tout cas, en termes de possibilités, tu te dis c'est possible d'aller oui, chercher voilà, des c'est titres ça. internationaux. Je commençais à être vraiment dans le jeu, Ok. tu vois. Ok, je vois très bien. On va arriver du coup à cette course d'anthologie donc de 2014 que j'ai récemment regardé. Mais ce que je te propose, il y en a qui l'ont même pas encore vu, je pense. En tout cas, ça vaut le coup de la revoir. Possible. Moi, je l'ai revue là avant qu'on se voit et j'aimerais qu'on prenne le temps de la regarder parce que ça fait toujours, ça me donne toujours un peu de frisson. Et ce qui est intéressant, forcément, c'est d'avoir ta réaction encore aujourd'hui. Mhm. À chaud, tu me dis que tu la regardes pas si souvent que ça finalement. J'essaie, oui, pour garder Donc je l'authenticité. te la mets ici. Comme ça, tu vois, c'est bon. Oui, c'est super. C'est parfait. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais- La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand Non, même. la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Ouais, elle revient, elle va passer la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. Ça me fait toujours autant d'émotions, quoi. C'est fou que ça me fasse encore quelque chose. Tu sais, Ouais, quand tu en la tout cas, visualises toi, des années j'imagine après. même pas la sensation et les émotions par lesquelles tu es passé après cette course. Moi, tu vois, j'en ai la chair de poule. Ouais, moi aussi, regarde. Mais c'est dingue, c'est ça que je veux conserver, tu sais. Ouais, Ça m'en rappeler. C'est pour ça que. Bon, là, on partage ça ensemble, ça vaut Ouais. le coup, mais j'évite, du coup. Pour toi, ça transmet quoi comme message, cette course? Mais qu'en fait, on ne sait pas de quoi on est capable. Et qu'on est capable de grandes choses sans le savoir. Et qu'il ne faut pas attendre de le réaliser pour y croire, tu vois. Complètement. Et c'est vraiment ce qui m'a ça qui m'a débloqué ma carrière. Parce que jamais de la vie, j'aurais pu croire que je pouvais courir en 49 secondes un 400 mètres. À l'époque, en individuel, même s'il y a une différence entre le lancer et en bloc, je valais à peu près un gros 51 et quelques. C'est vraiment énorme comme différence. Ouais. Et d'autant plus que là, j'avais été pas vraiment lancée dans le sens où j'ai été bloquée par une concurrente. Je ne sais pas si on le voit bien au début. Donc c'est lancé sans être lancé. Donc dans tous les cas, ça reste un chrono incroyable pour l'époque et j'aurais pas pu l'imaginer, vraiment. Moi, ce qui me bluffe, en fait, c'est quand tu regardes la vidéo, c'est les commentateurs, Oui. tu vois, et ça, tu vois, ça peut se transposer à la vie de tous les jours. Tu peux
avoir des personnes qui vont pas forcément croire en toi. Oui. Et là, c'est marquant en plus. C'est Montel, tu vois, commentateur connu sur France Télé, qui connaît C'est l'athlétisme. ça, Tu c'est vois, un vrai passionné en plus. et donc, il te voit derrière, donc ces trois concurrentes bien devant. Tu vois, et comme quoi, tu vois, même avec l'avis de connaissance, l'entourage, en fait, Ah oui. et comme quoi, en fait, au final, toi, tu étais dans ton truc, tu étais dans ta Oui, course, et jusqu'au bout, je pense que tu as imaginé y croire. Je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu pensais d'ailleurs, je pense au dernier virage où tu te rapproches, tu avais en tête un espoir Ah mais plein, enfin là je sais net, je me rappelle très très bien. En fait, ça s'est vraiment fait progressivement, c'est-à-dire que moi dans tous les cas, en tant que dernière relayeuse, l'objectif c'est de passer devant dans tous les cas. Donc j'ai toujours été habituée à ça, à y aller quel que soit le scénario si tu veux. D'accord. Donc ça c'est important aussi. Après c'est vrai qu'en début de course, donc moi dans tous les cas j'y suis allée, je me suis lancée. Je me suis pas dit j'y vais en reculons, je suis vraiment loin. J'ai fait le grand saut dans tous les cas. À partir du moment où on m'a donné le témoin, j'y suis allée, adviendra qu'adviendra. Ouais, là, tu n'as Je même pas le sais temps de que réfléchir, en fait. tu peux en fait. Ah ouais? Oui, moi mes meilleures courses c'est quand en fait j'étais dans l'instant présent. Ok. Je pensais ni au passé parce qu'au passé j'aurais pensé à ma course en individuel où je suis passée complètement à côté 2 jours avant. Ouais. J'étais dans les 5 premières sur le papier et au final j'accède même pas à la finale, donc c'était un coup dur pour moi énorme. J'aurais pu, si j'y pensais là, je pense que j'y croirais pas en moi et que ça se serait retranscrit sur la piste. Pour le coup, c'est pas ce que j'ai fait et c'est pour ça que dans la suite de ma carrière, j'essayais vraiment d'être dans l'instant présent. Et les fois où j'y suis parvenue, c'était toujours dans tous les cas bénéfique Ok. le résultat. Donc là, je me suis dit, j'avais vraiment envie de m'exprimer. Parce que 2 jours avant, pour moi, j'étais frustrée. Je suis persuadée que je valais mieux que ça. Et que je m'étais juste simplement pas exprimée. J'étais pas concentrée sur moi. Je regardais à droite, à gauche, mes concurrentes. C'était une cata. À chaque fois, je faisais une course sans vraiment être fatiguée au bout. Mais pour autant, la performance n'était pas là. Enfin, voilà. Et là, pour le coup, j'étais juste dans l'instant présent à ce que je faisais. Donc au début, les 100 premiers mètres, effectivement, je vois pas ma progression. Dans la ligne droite opposée... je joue de ma vitesse, donc comme je me suis bien lancée, j'ai pu jouer de ma vitesse un peu comme une fusée, tu sais. Ouais. Tu la lances bien et après, en fait, elle se sert de sa vitesse. Ni t'accélères. C'est vraiment une période particulière dans un 400 mètres, la ligne droite opposée. Et j'entends du moins, un collègue de l'équipe de France qui était sur le sauteur de longueur. Donc tu vois, pour te dire à quel point j'étais lucide. Il m'encourage en fait. Il t'encourage. Ok. Mot pour mot, non, mais de sûr, il m'encourage. Et je l'ai déjà évoqué une seule fois, ça. Intérieurement, je me suis sentie sourire, tu vois. Ok. C'était assez fou, mais vraiment, c'est un peu comme du baume au cœur, tu vois, quand Ouais. tu es vraiment un peu perdu, tu fais le taf, et tu vois, ça m'a vraiment... Ni j'ai accéléré... Enfin, tu vois, ça n'a pas eu d'impact visuel sur ce que je faisais, mais ça m'a fait du bien, quoi. Vraiment, c'était un gros plus, si tu veux. Donc, je poursuis, et puis là, t'arrives assez rapidement dans le virage. Et au final, j'étais techniquement très bien placée. D'accord. Ce qui m'a permis de vraiment bien prendre ce virage, être haute. Et ça, c'est très important pour la dernière ligne droite. Parce que si tu sors assise, ça pouvait être mon erreur parfois. Si je sors assise, techniquement, je ne peux pas avoir une foulée ample. Donc, je ne pourrais pas avoir le passé-pouce que j'ai eu là à la fin pour être un peu plus technique. Donc, assise, c'est une posture. C'est une posture où tu n'es pas haute, quoi. Okay. Donc, tu peux difficilement être efficace dans tes foulées. J'imagine que du coup, c'est dans l'aérodynamisme et dans peut-être les foulées. C'est vraiment être sur la... on appelle ça le griffé. Tu es vraiment sur la plante des pieds, en fait, quand tu cours. Et si tu es étriqué, si tu n'es pas haute, tu vas être... oui, c'est ça, étriqué, tête en arrière. Et tu ne pourras pas faire jouer tes bras. Tout ça, c'est un mécanisme, en fait. Ouais. Le haut va avec le bas. Et du coup, il faut vraiment que tu sortes le plus haut possible. Ça, c'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est technique c'est au de détail courir, près. en fait. Ah oui. C'est au détail près. C'est en tout cas. C'est ça qui me fascine aussi. C'est fascinant quand on sait que c'est au centième près. Je veux dire, derrière la ligne d'arrivée, tu as fait un geste. Le terme, tu vas me le ressortir. Tu sais, pour aller chercher du coup ta victoire. Oui. Tu viens le casser. Voilà. Mais tu sais, c'est tellement drôle ça parce que j'ai jamais fait de cassé avant ce jour-là. C'est incroyable. Mais jamais. Et je sais simplement que j'avais fait un tournage avec je sais plus quelle chaîne. Et il m'avait demandé de faire un cassé et c'est exactement le même.
Donc C'est vraiment- le et cassé, je- c'est vraiment ce geste à la fin. Comme ça. Et en soi, je savais on pas vient vraiment s'étendre, faire un en fait, cassé ok. parce que tu le vois rarement sur un 400. C'est plus, tu sais, les sprinteurs courts parce que ça D'accord. se joue vraiment à rien. Ouais. C'est rare d'avoir un C'est finish rare, comme ouais, ça ok. sur le 400. Donc, c'est vrai que tu ne le fais pas instinctivement, quoi. Ouais. Et cette anecdote m'a fait rire. Du coup, je me suis dit, mais c'est dingue, on m'avait demandé de faire un cassé pour une émission. Et puis là, bah, je le fais vraiment pour essayer d'aller chercher la victoire. Donc, moi qui ne le fais jamais, c'est quand même drôle, quoi. Non, mais ça, c'est fou. Et tu l'avais quand même travaillé à l'entraînement, c'est un geste que vous faites Non, quand même ou non, pas non. du tout, C'est quoi. quelque chose d'assez inné, en fait. Tu D'accord, le fais ok. spontanément. D'accord. Non, ça se travaille pas, en fait. Ok. C'est vraiment, tu sais pas du tout comment tu vas terminer. Ouais. Tu sais pas si tu seras au coude à coude. Donc, non, tu le travailles pas. En tout cas, C'est instinctif. c'était instinctif, c'était au feeling. Tu t'es C'est ça. dit, là, de toute façon, je tente le tout pour le tout. Et c'est ce geste qui est sorti à ce Ouais. moment-là. Mais C'est, là, ce jour-là, j'avais le flow. Hein. ouais. C'était comme on dit. Tiens, le flow, hyper intéressant. Ouais, Je je l'ai découvert comme ça. du D'accord. coup. Qu'est-ce que c'est le flow pour toi, justement, pour ceux qui ont déjà parlé du flow, parce qu'on en parle quand on est dans le monde du sport, d'être dans cet instant, dans cet état un peu où tout est au ralenti. En tout cas, moi, c'était de ce que je me souviens, j'avais l'impression, quand je jouais au beach volley Ouais. et que j'étais dans le flow, c'est de voir le ballon au ralenti et de voir la gestuelle de mes adversaires. Donc, quand j'avais à lire, en fait, l'adversaire, je savais exactement, j'avais une longueur d'avance sur quelle intention il allait mettre et du coup, potentiellement, la trajectoire. C'est intéressant. Et ça, c'est un état de flow quand Mhm. on fait du volley. Mhm. Toi, en athlétisme, cet état de flow, il se traduit comment? Bah, pour moi, c'est quand tout est aligné, que tu n'as pas besoin de surjouer, tu vois, que c'est lisse et que tu es extrêmement lucide. Donc je pense que c'est aussi un état de lucidité que tu avais quand tu dis que tu arrives à anticiper ce que l'adversaire allait faire. Bah, moi, c'est un peu ça, dans le sens où c'était très net. Tout ce qui se passait, je le décryptais assez rapidement. C'est-à-dire que les appuis de mes adversaires, je les analysais de suite. L'appui était pas net, c'était un peu comme un faux appui. Bah, c'est que il y a l'acide lactique qui arrive, Ouais. tu vois. Ouais. Et moi, ça me donne encore plus d'envie de lui passer devant, tu vois. Toi, tu as identifié en fait que tes concurrentes devant toi, elles avaient déjà des défauts Oui. techniques, du coup. Et ça, c'est des choses que tu arrivais à percevoir. Ah, mais c'était fou parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. D'accord. Vraiment, je voyais cette lucidité, je me disais, ah oui, là, elle fatigue, là, elle doit avoir l'acide lactique, c'est difficile. Or, moi, j'étais lancée, en fait. Je sortais du virage, j'étais super bien placée. Et comme j'étais bien placée, je pouvais aller la chercher et être beaucoup plus efficace, en Ok. fait. Et c'est Incroyable. ça qui donne aussi du courage. Tu dis, allez, pourquoi pas. Et au début, j'allais chercher, je sais plus, peut-être l'anglaise. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, ça s'est vraiment fait progressivement. Ouais. Donc, Ouais. cette course, c'était long et rapide à la fois, en fait. D'accord. Bah, en tout cas, c'est moins d'une minute Oui. dans ta vie. Mm. Est-ce que tu considères que c'est ton plus beau moment dans le sport? L'un de mes plus beaux. L'un des plus beaux. Oui. D'accord. J'ai aussi beaucoup aimé ma première médaille individuelle quand j'ai fait championne d'Europe Oui. sur 400 mètres en salle. Bah, ça permettait aussi de concrétiser tous les efforts Bien sûr. passés. Donc c'est vrai que c'est très symbolique de gagner sa première médaille internationale individuelle. Complètement. Tu passes un cap. Et pareil, j'ai ressenti un petit peu ce flow. Ok. J'ai eu la J'allais te chance de le reposer la ressentir. question, est-ce que tu as revécu Oui. cet état de flow J'ai eu un peu cet état de flow. C'était différent. Mais en tout cas, ça c'est... comment te dire? La veille, pour moi, j'allais être championne d'Europe. Après, il fallait le faire. Ok. Donc, fallait avoir le courage de le faire. Mon seul ennemi, ça pouvait être que moi. Tu vois, la veille, quand j'y pensais, mon seul ennemi, c'est que moi. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, être submergé par tes émotions, d'un coup Ouais. douter, tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas de raison que je ne termine pas championne d'Europe. Donc, tu avais déjà Pas que je un mindset où tu sous-estime. étais déterminé, enfin, Ah tu oui. étais même dans un état de confiance C'est ça. qui était tel que la veille de ta compète, c'était tu es champion Je d'Europe. sentais que c'était... Ouais, je sentais que, en fait, tout était aligné. Ok. Que la prépa était là, que la mentalité aussi, que ma saison faisait que à chaque fois, je validais les petites étapes, Ok. tu sais, de ton projet. Et donc, du coup, ça te donne de la confiance, en fait, à chaque sûr. fois. Tout s'était passé vraiment comme nous l'avions imaginé avec mon préparateur, enfin, tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Et tiens, c'est intéressant que tu parles du staff dans cette réussite. Parce que l'athlétisme, on dit que c'est un sport individuel, en tout cas sur la plupart des épreuves. Là, le 4x400, enfin, clairement, c'est pour moi un sport co.
Parce Mais que... tu es toute seule pendant plus d'un tour de piste, donc Oui. c'est quand même un peu particulier. Mais du coup, c'est quoi justement ta vision des choses par rapport à l'esprit d'équipe que tu développes justement avec le staff, avec même les autres coéquipiers? Mhm. Comment ça se passe dans l'athlétisme justement en tant que coureur seul, en tout cas dans ton épreuve, mais au final entouré de pas mal de monde? Oui. Bah, écoute, pour moi, l'entourage est vraiment essentiel. Enfin, en tout cas, j'ai pu voir, selon mes choix de lieu d'entraînement, qu'il y en avait qui ne me correspondaient pas à moi, mais qui correspondaient à d'autres. D'accord. Et à partir de là, je me suis en fait créé un peu ma bulle. Et j'essayais vraiment de travailler avec des gens qui avaient la même vision que moi ou qui pouvaient m'apporter un tout autre regard Ok. sur la pratique, mais pas que. Et ça a bien fonctionné, notamment quand j'ai été à Lyon, en fait. D'accord. J'avais ma bulle médicale, donc tout n'était pas au même endroit, mais c'est ce que j'aime aussi. Ouais. De ne pas avoir tout au même endroit. J'ai besoin parfois changer de lieu, sentir que je ne suis pas qu'une seule étiquette, tu vois ce que je veux dire. Je peux faire plein de choses. Plein Ouais. de choses. Pour moi, il faut que ça se complète un peu et qu'il y ait un épanouissement personnel. Et pour le coup, donc j'avais ma petite bulle médicale à un endroit précis. Mon préparateur mental, je ne l'avais pas à l'époque de Zurich. D'accord. Mais c'est là que j'ai eu aussi un déclic là-dessus. Je me suis dit, c'est T'étais hyper pas important. accompagné à Zurich avec Non. donc un coach mental? Ouais. Ok. Mais après, j'ai été accompagnée et j'ai atteint mes perfs. Enfin, Ok. des perfs que... On rentrera dans le j'imaginais pas. détail du Oui, sujet bien sûr, oui. là-dessus. C'est vrai que là, je transvase. Mais pour le coup, oui, pour moi, c'est essentiel parce que je me suis sentie alignée avec mes valeurs et puis je sentais qu'on avait confiance en mon projet et que j'étais quand même, comment dire, actrice pleinement de mon projet. Alors que parfois, Top. j'avais pu être dans des cursus où je me sentais pas actrice, en fait. J'étais drivée et j'ai l'impression de plus trop savoir parfois pourquoi je cours. Tu vois ce que je veux dire? Ça Je faisait pas assez sens. Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est un terme que j'adore employer, le fait d'être acteur de son projet. Ouais. Moi, c'est vraiment un driver que j'ai eu pendant toute ma carrière sportive, Mm. où au départ, j'étais dans le volley en salle, Ok. où j'ai bifurqué au beach volley. D'accord. Et tu vois, c'était un choix qui pouvait paraître surprenant parce que j'étais sur plutôt une progression ascendante avec Ok. des sélections de l'équipe de France, etc. Mais j'étais pas épanoui et je me sentais pas. J'étais voilà, un peu porté par C'est ça. par autre chose et c'était pas mon choix. Tu Oui, vois. oui, oui. Et en effet, donc acteur de son projet, ça c'est un terme, je trouve fort en tout cas à partager aux autres pour être bien dans ses baskets au Oui. final. Et puis pour atteindre des hauts niveaux, bah, je trouve que ça joue énormément. Enfin, je sais pas combien de pourcentage, mais en tout cas, c'est très important pour moi que je me sente avoir le choix en fait. Ouais, Tu vois, pas tout à fait. qu'on te l'impose. Ouais. Parfois, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que la personne ou les personnes ne se rendent pas compte qu'ils te l'imposent. Non, non, bien sûr. Il faut aussi oser parfois de toi-même t'imposer et dire ce qui te plaît ou pas. Et si par contre là on te bloque, effectivement, avoir aussi le courage de prendre un autre chemin. Ouais, tout à fait. Donc là, j'aimerais rebondir donc, pour conclure sur la vidéo. C'est encore il n'y a pas très longtemps, ma belle-mère qui travaille dans une grande société d'assurance, donc je peux citer le nom, c'est Groupama, Ok. et qui a vu ta vidéo il n'y a pas si longtemps, qui est utilisée justement dans des réunions devant tous leurs, je crois que c'est des assemblées générales. Mhm. Donc tu vois 250 personnes qui ont visionné ta vidéo pendant 1 minute, justement pour inspirer. Et je trouve que c'est fort, tu vois, jusque où en fait l'impact de ton résultat sportif va. C'est-à-dire que ça va au-delà du sport. Là, on C'est va ça. vraiment dans quelque chose c'est du développement personnel. Tout à fait. Et du coup, je voulais souligner en tout cas et conclure l'exploit que tu avais réalisé, que finalement, il avait un impact au-delà Mhm. de juste la réussite sportive que tu as eue. Mais ça, c'est super parce que pour moi, c'est un honneur. En fait, Ouais. j'aurais jamais pu imaginer ça. Et puis, c'est vrai que tu peux faire des parallèles avec plein d'autres domaines. Donc, c'est top que ça aille au-delà des frontières Ouais. du sport. Tout à fait. En fait, j'aime bien cette idée-là. On va passer sur un peu l'aspect plus du quotidien. Ok. Et puis, pour reprendre la ligne conductrice de notre échange, du coup, sur le développement de ta carrière et aujourd'hui, ta vie de maman. Donc, toi, tu as eu ton premier enfant, donc c'est Cameron, en 2019. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est passé? Donc,
Je pense que tu peux inclure Guillaume aussi Bien sûr, là, là-dedans. D'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup de Guillaume, mais ce serait important que tu nous expliques la place qu'il a par rapport à ta carrière Bien sûr. sportive. Il est lui-même kiné et pratique beaucoup de sport. Donc, je pense qu'il a un regard intéressant et c'est pas mal de connaître un peu son rôle là-dedans. Bien sûr. Mais voilà, est-ce que tu peux nous partager comment s'est passé un peu l'arrivée et la gestion de ton premier enfant, puis ensuite de William Oui, voilà. avec plaisir. Bah, écoute, alors d'abord, pour tout te dire, c'est vrai que avant de rencontrer Guillaume, du coup, j'avais une idée assez précise de mes prochaines années. C'est-à-dire que je m'étais dit, enfin souvent j'avais ce discours-là, oui, après ma carrière, si tout est aligné, etc., j'aurai mon premier enfant, etc. Tu avais un âge et tout Tu vois, ouais, c'est ça. ok. C'était après ces jeux-là, tac, tac, tac. Et puis, tu sais, t'es fixé là-dessus. T'en es persuadé, en fait. Ouais, je vois très bien, parce que ma femme, c'est pareil. Ah oui c'est énorme. Et en même temps, j'aime beaucoup cette idée-là de se dire qu'en fait, on peut toujours être surpris. Ouais. J'étais persuadée, je sais pas, mais tu m'aurais dit c'est pareil quelques années avant, oui, tu auras un enfant pendant ta carrière. J'aurais dit n'importe quoi. Non, moi, c'est comme ci, comme ça. Tu sais, c'était très carré, très. Un peu comme quand tu prépares une Olympiade, tu sais, tu as toujours des steps et puis tu as l'impression que ça bouge pas. Ouais. Tu feras forcément comme ça. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai déménagé à Montpellier pour aller m'entraîner au Crêpes de Montpellier avec des amis que je connaissais aussi dans mon groupe d'entraînement. Et j'ai rencontré aussi par la même occasion donc Guillaume. Et ça allait très vite. L'envie d'avoir un enfant et m'a surpris moi-même, parce que c'est vrai qu'on a eu cette envie en même temps, mais je ne savais pas que j'avais forcément cette envie-là. Enfin, je veux dire, si jamais j'en avais l'envie, pour moi, c'était après ma carrière, mais ce n'était pas forcément un objectif de vie, en fait. Ouais, j'étais encore... du coup, j'avais 27. Et donc, du coup, c'est arrivé très, très vite. Donc, on l'évoquait de temps en temps, mais sans se mettre une date précise. Mais c'est vrai que l'envie était de plus en plus présente. Ouais, il y avait vraiment, en tout cas, tu sentais qu'avec Guillaume, vous partagez tout un tas de choses, cette même envie, il y avait ce ressenti. Et donc, finalement, ça a pris le pas sur ce que tu avais prévu. Tout à fait. Et vraiment, j'avais pas envie d'être frustrée. Ouais. Et je n'avais pas envie non plus d'attendre ma fin de carrière, parce que je me suis dit, mais je peux pas continuer ma carrière avec cette frustration-là. De me dire, de prendre sur moi et d'oublier presque mon envie d'être maman, alors que tout est aligné, tout va bien, c'est maintenant, quoi. Enfin, donc du coup, on a quand même réfléchi à la meilleure période pour tenter d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'après les championnats d'Europe de Berlin, on s'était dit, bon, petite fenêtre. Donc une fenêtre de combien de temps ? Alors là, on s'était donné juste l'été, le temps de la coupure, si tu veux, de la saison athlétique. Donc, on s'était dit, bon, on essaie, et puis si ça marche, et que ça devait me fonctionner, ça devait être maintenant. Et du coup, ça me permettra d'avoir un peu plus d'un an pour tenter de me sélectionner pour les Jeux Olympiques. Donc, on est d'accord. Donc là, vous définissez en fait une fenêtre, une période avec laquelle donc, tu vas rajouter, si tout se passe bien, donc les 9 mois de grossesse. C'est ça. Et du coup, tu te dis, sur ces 9 mois de grossesse, il y a peut-être une période où tu ne peux plus t'entraîner du tout. Oui, mais j'avais quand même... je m'étais un peu renseignée sur ce qui était possible de faire ou non. Après, c'est propre à soi, donc tu sais jamais comment la grossesse va se passer. Donc oui, j'avais des plans A, des plans B, et etc. Mais dans l'idée, en tout cas, le temps était peut-être suffisant pour retrouver mon niveau. Après, c'est des hypothèses, tu sais jamais comment c'est. Bien sûr. Mais bon, on était prêt à donc toi, tu t'étais dit c'était 1 an de fenêtre, un peu plus d'1 an. Non, la fenêtre pour tenter d'avoir un enfant, c'était juste la coupure athlétique. D'accord, oui, ça j'avais compris. Donc en gros, s'il n'y avait pas... C'était quand même pas... On laissait un peu le destin faire, finalement. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, du premier coup. Ça, en tout on cas... a eu beaucoup de chance. Parfait, le plan parfait. Le plan se déroule mais comme direct sur des après, donc je fais le 4x4 aux Europes de Berlin, on est médaillés. Écoutez, on a tenté, ça a marché. Donc c'est vraiment très drôle. Et donc, au moment où tu apprends... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais du coup, tu apprends que tu es enceinte. Donc, en général, c'est dans les 3-4 mois pour confirmer vraiment l'enfant et tout ça. Là, tu t'entraînes encore ? Comment ça Oui, alors du coup, comme c'était juste après les championnats d'Europe, j'étais en pause pendant au moins un mois et demi. Donc, je suis dans mon premier trimestre de grossesse. J'attends encore un peu avant d'en parler à mon entraîneur, entre autres. Je me confie simplement à l'une de mes meilleures amies qui s'entraînait avec moi, quand même. Au cas où, ça fait un petit soutien. Tu vois, parce que je ne sais pas comment je vais vivre cette reprise athlétique, même si je sais qu'il n'y a aucun... Enfin,
mon docteur me validait ce que je pouvais, tu vois, tout va bien, vous pouvez faire du sport, pas de problème, etc. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? J'étais suivie, j'avais une bulle médicale, etc. Mais toujours autant, tu as quand même un être qui grandit en toi. Donc, je ne sais C'est pas clair. comment j'allais le vivre, Ouais. tu vois, sur la piste. Et très, très vite, je me suis rendu compte que mon premier trimestre de grossesse, moi, je suis extrêmement malade, en fait. Ok. Je sais que pour certaines, dans le sport, c'est un plus, Ouais. les hormones, etc. Et moi, c'était l'inverse. J'étais dans la contre-performance. J'avais du mal à... Il y a des séances que normalement je fais avec beaucoup d'aisance. Là, vraiment, je tenais pas forcément les temps. C'était juste du cardio. Hein. Mais, Ouais, tu ouais. vois, par exemple, je sais plus les temps, mais parfois c'est vraiment, par exemple, du 16 ou du 17 au 100. Et j'avais un peu plus de mal. Donc mon coach me disait, bon, Là, il y a quand tout même va un bien. effet, Ouais, ouais. tu sens que... Mais pas Ah, positif. lui n'était pas au courant encore, en Non, plus. pas encore. Ok, Bah non, d'accord. puis j'attendais, comme tu sais, souvent tu attends le 3e mois au Ouais, moins ouais. pour être sûr, comme tu dis. Mais du coup, j'ai dû peut-être l'annoncer un peu avant. Je sais plus trop les détails. Ok. Mais en tout cas, j'ai pu m'entraîner pour cette première grossesse jusqu'au 8e mois de grossesse Ah, en quand même. Donc, adaptant. jusqu'au 8e mois, tu as pu Oui, mais après, tu sais, c'était pas te sur la maintenir. piste. Non, non, Donc oui, la bien sûr. piste, je crois que j'ai dû faire jusqu'au 4e mois de grossesse. Et ensuite, selon les retours de ma bulle médicale que je m'étais créée, on adaptait. Donc à la fin, c'était vraiment beaucoup de salles. Donc D'accord. je pouvais toujours travailler le cardio. C'était facile. Tu pouvais Ouais. faire du vélo. Pendant une période, je pouvais faire du rameur. Et beaucoup de renforcement musculaire. C'est très facile. Ok. C'est- Et tu recommanderais du coup à une maman de se maintenir en forme si c'est possible? C'est ça, oui, non, tout à fait, c'est un vrai plus. Maintenant, d'ailleurs, c'est conseillé. Ok. Avant, on n'abordait pas forcément cet axe-là, mais maintenant, Ouais. on le voit de plus en plus, D'accord. donc c'est top. Puis il y a des spécialistes maintenant Ok. qu'on ne trouvait pas forcément. Là, je me souviens qu'à l'époque, avec mon coach, on devait un peu faire nos recherches aussi en parallèle. Souvent, on s'inspirait d'autres sportifs, mais d'autres pays. Ils Ouais. étaient peut-être un peu plus avancés sur la question. Bien Tu sûr. vois, il fallait faire un Bah, peu je te parlais de l'exemple que j'avais Ah oui. dans le beach volley, où on Mhm. a donc une star du beach volley qui est Kerry Walsh, Mhm. qui est une américaine, qui a été du coup aussi connue, au-delà de ses 3 médailles d'or olympiques, Ouais. pour sa gestion et des timings, où en fait elle était en début de grossesse. Je sais plus quel jeu, je crois que c'était Londres. Mhm. Et en tout cas, elle n'a pas eu de mauvais effets en termes d'hormones. Je crois ça lui a plutôt Mhm. bien aidé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a c'était toujours un sujet d'ailleurs dans la carrière des beacheuses, où voilà, à quel moment elles allaient s'arrêter Ouais. pour pouvoir continuer leur saison ou en faire une autre. Donc là, toi, tu fais cette première grossesse. Donc Cameron naît. À partir de là, donc tu sais à peu près quand est-ce que tu vas revenir. Approximativement, oui, Ok. oui. J'avais déjà une idée. Et puis, comme tu le disais, mon conjoint est kiné et ostéopathe. Et Ouais. il a un cabinet du coup de kiné et ostéopathe. Et il y a une de ses collègues qui notamment suit des femmes qui ont accouché pour Ok. la rééducation du périnée, etc. Ok. Donc ça a été un vrai plus D'accord. pour le coup de pouvoir travailler avec elle. Et c'est elle du coup qui me donnait aussi le feu vert Ok. pour la reprise. Super. Et donc, toi, tu avais déjà une compétition de définie pour revenir? Non, pas une compétition. Ma vraie compétition, c'était les Jeux. Ok. Tu vois. Après, Oui, il y a c'était des- Tokyo Oui, c'est ça. à ce moment-là. Après, il y a des étapes avant ça, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, oui, il y avait forcément des compétitions, mais avant ça, il fallait déjà valider les séances à l'entraînement. Ok. Tu vois, vraiment, pour moi, il fallait avoir les bonnes bases. Rien précipiter D'accord. pour justement pouvoir aller le plus loin possible. Le but, c'était pas de faire à la va-vite et finalement être dépassé aussi bien physiquement que mentalement. Hein. Parce Ouais. que faut s'y remettre, faut réaccepter d'avoir une régularité, d'avoir... voilà, c'était plus juste de l'entretien. Ok. De réaccepter de la douleur aussi. Ça fait bizarre. Ouais. Quand tu as coupé pendant un moment et on te dit, bah si, là, hop, tu fais face au lactique ou à la fatigue et il faut y retourner. Donc ça demande du temps quand même. Faut pas négliger ça. Donc une fois que tout ça a été validé, bah, j'ai fait mon premier stage intensif et déjà repasser à un stage intensif, c'est pas rien. Ouais. Tu ressens un peu vidé. Et donc voilà, je validais à chaque fois les petites étapes. Et quand tu commences à repartir comme ça sur ton rythme d'entraînement, de stage, etc., à ce moment-là, c'est Guillaume qui s'occupe Oui. du bébé à la Ah maison? oui. Ah là, c'est une orga. Alors pour le coup, ça m'a permis de bien m'organiser. Ça, c'est un gros plus. Mais oui, je pense que ça n'aurait pas pu être possible ouais. sans le soutien de Guillaume. Ça, c'est clair et net.
Et puis tu le connais, Ouais, il est bien sûr. super solaire, il est super positif, donc ça m'a porté. Ok. Son regard m'a porté. Et puis il a été là les fois où j'étais en stage, c'est lui qui s'occupait des bébés, etc. Donc, puis quand j'avais des séances, je me souviens, lactiques très dures le lendemain, quand notre premier fils ne faisait pas encore ses nuits, bah, du coup, il faisait en sorte de faire toute la nuit. Ouais. Enfin, c'est génial. Enfin, vraiment, ça. Toi, du coup, tu arrivais quand même à reprendre un rythme au niveau des nuits. Parfois, ça allait, parfois non, il fallait faire avec. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que ça me faisait prendre du recul aussi. En fait, je me disais, bon, bah, si tout se passe comme je le voudrais, c'est-à-dire avoir une bonne nuit de sommeil, bonne hygiène de vie et réussir toutes les séances, c'est cool. Si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Ouais, Tu bien remets sûr. les choses à leur place. Et ça aussi, ça fait du bien, ça t'enlève un poids un peu sur les épaules qui n'est pas toujours nécessaire pour atteindre la performance. Aujourd'hui, depuis que tu es maman, tu estimes que il y a eu forcément un avant-après que tous Oui. les parents connaissent, mais Mhm. en tant que sportive, ça t'a amené quelque chose de nouveau? Oui, oui, oui. Bah, comme je te le disais, rien que le regard que je porte sur ma discipline. Ouais. Je me sens beaucoup plus légère parce que déjà, je n'ai pas eu à faire le choix entre être maman et ma carrière sportive. Ça fait toute la différence parce qu'à la fin, quand c'était un peu omniprésent, que j'y pensais un peu plus, c'était dur pour moi de terminer la saison en me disant, bon, bah, faut que tu oublies. Et je suis persuadée que ça a quand même eu un petit impact, tu Ouais. vois, quand tu cours. Voilà. Pour moi, l'épanouissement, ça va avec. Et si tu es frustré, bah, ça empiète un peu sur ton épanouissement. Ouais, Et ouais. donc, sur tes limites aussi, jusqu'où tu peux aller. Donc, D'accord. le regard a changé. Et aussi, c'est une force d'avoir des enfants qui sont fiers de C'est toi, clair. qui viennent te voir parfois à l'entraînement. Ça n'a pas de C'est prix. la plus grosse énergie, je crois. Ah oui, ça n'a pas de prix. On voit beaucoup de sportifs qui explosent leur performance parce qu'ils ont gagné en maturité. Oui. Et comme tu dis, ils ont pris un tel recul qu'en fait, au final, ils prennent avec plus de légèreté leur activité sportive. J'aimerais qu'on parle un peu de ton quotidien, un peu de tes routines. Est-ce que tu peux nous partager à quoi ressemble une journée type avec Floria Gay? Ça change. Ça dépend vraiment des périodes pour le coup. Ça dépend si je suis en période foncière, donc hivernale, où là, je peux souvent doubler facilement, donc avoir entraînement le matin et l'après-midi. Pour le coup, quand c'est comme ça s'enchaîne un petit peu, quoi. D'accord. Je vois pas la journée passer, c'est-à-dire que je vais déposer mes enfants, je vais direct à l'entraînement, je sors de l'entraînement, je vais manger, je fais une récupération derrière, soit bain froid, soit kiné, et ensuite je retourne à l'entraînement. Soit je vais chercher mes enfants selon le jour, soit c'est Guillaume, et donc du coup j'ai un petit moment pour me concentrer sur moi, ça c'est chouette. Ouais. Et ensuite je partage un moment famille, donc c'est cool. Mais ça peut vraiment varier. Parfois je vais avoir un petit peu plus de temps, donc je vais m'adonner à autre chose, à d'autres projets que j'ai en parallèle par rapport à ma société où il y a les contrats d'image et les interventions par rapport à l'entreprise notamment. Et je trouve ça super enrichissant parce que ça t'amène à rencontrer plein de gens, pas forcément de ton domaine. Donc j'aime bien accorder du temps parfois à des interventions particulières. Ok, top. Chose que je faisais un peu moins avant, mais là vraiment c'est génial. Rien que ma dernière, enfin bref, on en reparlera. Ouais, tu vas me le en dire. dehors, c'est top. On a même un moment où tu pourras nous partager un petit peu ce que tu fais en parallèle. Ah bah chouette. Écoute, avec plaisir. Donc en tout cas, tu disais que tu n'as pas de structure type, parce que forcément ton emploi du temps, il évolue en fonction des saisons et des compétitions. Mhm. Tu as commencé à parler un petit peu des petites routines comme le bain froid, les soins, etc. Est-ce que tu peux me lister un petit peu toutes les routines qui ont un lien avec la performance, Bien en tout sûr. cas qui vont optimiser ta performance? Alors écoute, je vais partir sur le côté physique, Ouais. du coup. Donc le bain froid, pour moi, c'est essentiel parce que parfois, tu es dans des cycles d'entraînement où vraiment tu demandes beaucoup à ton corps et tu le sens au quotidien. Même en dehors de la piste, quand tu marches, bah, tu sens les courbatures, tu sens que tu as les jambes chargées. Et c'est essentiel parce que ça va te permettre de relâcher un peu tes muscles. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc le bain froid, tu le fais toutes les semaines? Pas forcément toutes les semaines, ça dépend vraiment des cycles. D'accord. Vraiment. Ok. Ensuite, kiné, ostéo, pareil.
Si tu as un blocage quelque part dans ton corps, ça va se ressentir dans ta foulée, dans ta manière de courir, Oui, parce que ton corps, toi, c'est vraiment. Enfin, mon outil de travail. là, pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est une Ferrari, quoi. Je veux dire, Oui, à ce oui. moment-là, T'as pas un objet ouais, te- tu où tu connais peux te... par cœur Mhm. le moindre petit coincement. C'est ça. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que Guillaume, en tant que kiné, est-ce qu'il te suit aussi ou tu suis plutôt un autre Pour le kiné? coup, dans l'idée, j'aime bien faire la part des choses, Ouais, c'est ce de que pas mélanger je me demandais. vie privée et vie pro. Après, il arrive parfois, bien sûr, qu'on discute sur le Ouais, sujet, donc c'est top d'avoir son avis. Parce que bon, bah, tous les professionnels de santé n'ont pas forcément les mêmes entre eux, donc bien c'est sûr. bien j'aime bien me faire ma propre idée globale, Ouais, tu ouais, ouais, vois, d'accord. t'inspirer un peu. Donc oui, après de temps en temps, il peut me dépanner si jamais j'ai pas réussi à avoir un créneau, ou bien je veux qu'il regarde quelque chose. Mais dans l'idée, non, Non, d'accord. je sépare. Ok. Donc les soins, donc les kinés, évidemment, Ouais, les et ostéos. kiné-ostéo, et j'ai aussi un autre kiné uniquement pour le renforcement musculaire. Ouais, Ça aussi, enfin, je le fais quasiment tout le temps. Enfin, au moins 3, parfois 4 fois par semaine. Donc ça prend vraiment du temps, notamment pour les genoux, tu ok, vois, parce que des fois j'ai un déficit entre ischio droit et ischio gauche, et donc du coup ça se ressent. d'accord. Je Ouais. sans rentrer dans l'anatomie à l'extrême, mais Oui, oui. le déséquilibre peut entraîner d'autres douleurs ailleurs, Donc là, toi, par exemple, tu tu me vois. parles de douleurs tendines au niveau Souvent c'était au niveau du genou, et le fait de faire du renfort, bah, ça stabilise tout ça et j'ai Ok, plus de douleur. Mais ouais, dès que je néglige le renforcement, mais ça revient de ok. suite, hein. Et ça, tu le C'est sens que vraiment... c'est d'autant plus important avec forcément l'âge ou... Peut-être, j'ai pas fait de recherche particulière là-dessus. Ça peut arriver beaucoup plus tôt aussi, parce Ouais. que c'est ce genre de gène que des jeunes ressentent aussi. Mhm. J'ai pas été creusée plus loin. D'accord. Voilà. Donc toi, Mais t'estimes que... Donc là, tu me parles des différentes routines. Ton hygiène de vie, là, aujourd'hui, tu as toujours été très assidu Mhm. dès très jeune ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit, en fait, avec les années? Euh, pour le coup, oui, je pense que c'est quelque chose que enfin, même toi, tu en ressens le besoin. Ouais, Tu sais que ça va être essentiel pour toi. Par exemple, je te parle du genou, mais j'avais aussi l'ischio. Souvent, c'est vrai que j'avais des déchirures à l'ischio. C'était lié au fait que bah, je les renforçais pas forcément suffisamment par rapport à mes ischios. Parce qu'il y en a, d'accord. ils ont des ischios en béton dès le début. Enfin, c'est comme ça, Ouais, c'est de la génétique, tu vois. ouais, bien Moi, sûr. c'était pas le cas. Donc, du coup, là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut du renfort, etc. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que quand ça vient de quelqu'un d'autre, quand tu es jeune, parfois, tu veux dire, oui, bon, c'est bon, je suis pas à une séance près, etc. Ouais, Tu as tendance peut-être à le négliger. Après, je pense qu'il y a un juste milieu. Il y a une période où j'ai voulu tout faire bien carré. Je me suis dit, c'est ça, c'est comme ça pour atteindre le niveau. Bah écoute, c'était mes pires c'est années. vrai. J'ai stagné. Pendant 2 ans, je faisais juste la même chose. Donc c'était ni bien ni pas bien. Mais en tout cas, j'étais tellement... comment dire? J'étais mal. J'étais vraiment mal parce que j'avais tout fait. Et pourquoi j'ai pas eu mon résultat attendu, tu C'est vois? c'est ouf C'était... ce que tu partages, parce que j'ai vécu la même chose donc avec mon binôme, où on était vraiment on était trop extrême dans cette recherche du détail, tu Mm, vois. Et tu as un moment où tu as l'impression de cumuler tellement de choses qui sont censées t'amener de la c'est perf, ça. que tu attends en fait que ça, Que ça ça se arrive. déclenche comme ça sans... parce que tu as tout fait pour T'as en tout fait. fait. Et quand t'atteins pas tes objectifs à la fin, c'était très dur. Je me souviens Ouais, très bien que c'était vraiment un mal-être, peut-être un peu fort, mais tu vois, c'était très dur. ouais, Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, j'étais pas du tout épanouie dans ça, en fait. d'accord. C'est vrai que pour certains, ça correspondait totalement. C'est la période où, du coup, j'avais tout sur place. Euh, Tout, quoi. Enfin, Ouais, la récup, les études, je dormais sur place, je mangeais sur place. Et en plus, j'étais un peu excentrée. Donc, j'ai- enfin, le moindre déplacement, limite, enfin, c'était ressenti comme une fatigue, tu ouais, vois. C'est vrai que bah, j'étais à Paris et le moindre déplacement, c'est pas faux, que ce soit en métro ou en transport, quand tu as 2 entraînements par jour, c'est presque injouable. Donc finalement, il me manquait peut-être le côté sociable ouais, aussi, hors sport, ouais, qui est très important, parce que du coup, j'étais un peu dans une bulle où tout le monde était à la recherche de la performance, donc ça tournait que autour de ça. complètement. T'en peux plus. Et même, j'avais envie d'une identité, de me retrouver moi, une identité autre que juste l'étiquette je suis une sportive et point barre, tu vois ce que Et je veux dire? tu as ressenti parfois de l'extérieur cette impression d'être un peu une geek du sport, geek du haut niveau parce que moi, Mm. c'est un peu ce que j'ai de temps en temps
ressenti justement quand j'essaie de retrouver une vie sociale, à aller parler à d'autres gens qui ont une vie plus classique, sans que ce soit péjoratif du Oui, bien tout, sûr. et d'être en décalage parfois en fait au final avec des amis qui Ah ont... oui, totalement. Ça aussi, c'était pas forcément évident. Oui, oui. Ou qui comprenaient pas forcément que ça Non, prenne autant de temps. ouais, En se disant simplement que pour certains qui pratiquaient mais en loisir, ils se disaient c'est bon, tu vas une fois, tu t'entraînes 1 heure et demie, c'est plié quoi. Enfin, ouais, oh, tu fais quoi à côté? Et souvent, de toute façon, je faisais mes études comme tu le sais, donc j'avais quand même un projet, mais je me sentais obligée de me justifier, ouais, alors qu'en fin de compte, moi, je sais que ça pouvait prendre tout mon temps, vraiment, parce que c'était pas juste tu vas à l'entraînement une fois, non, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Enfin, tu manges attelé, tu vas c'est attelé, clair. tu as toute la prépa autour, faut que tu cales tout dans une journée. En fin de compte, puis c'est plus que ça. Et c'est ça qui fait la différence entre le loisir aussi Ouais. et le petit truc qui fera la différence pour atteindre le niveau professionnel, en fait. Donc là, je résume, hein. Donc là, Oui. tu m'as parlé un peu des différentes strates de routine importantes. On a vu la partie prépa physique, la partie soins, donc toutes les routines comme le bain froid. Le gros sujet dont tu viens de me partager, finalement, c'est l'équilibre mental. On a beau mettre en place tout un tas de leviers. Si dans la tête, en fait, t'es pas bien, Ouais. ça n'a aucun intérêt. Pour ça, qu'est-ce que tu as comme hobby ou comme centre d'intérêt, justement, qui te permettent de complètement sortir de ta bulle et de penser à autre chose? Alors, ça dépend des périodes de ma vie, mais tu vois, pendant un moment, ça a été mon master en management. D'accord, J'aimais bien parce qu'on te formait un peu à tous les domaines. Donc, je commençais à découvrir la finance, la stratégie d'entreprise. Il y trop avait- bien. Ouais, j'ai adoré. Parce que, en fait, du coup, quand je rencontrais des gens, j'étais hyper agile, tu vois. Parce Ok, que justement, RH aussi, enfin, ouais, En fait, ce master était super parce que t'es formé à manager dans différentes branches. ok, Donc, du coup, d'un coup, j'apprenais vraiment plein de choses au-delà du sport et ça m'a fait du bien. ok. Cette année-là, ça m'a fait du bien, mais aussi parce que j'ai pu étaler, parce que l'école était adaptée, même Lyon Business School D'accord, avait donc bien on est à fait les l'EM Lyon, choses. là, à ce moment-là. Ouais, Et donc, eux, vraiment, t'apportent tellement bien fait. ce cadre. Mhm. T'as étalé ça sur combien d'années, tu te souviens ou pas? 2 ans et demi, 2 ans et demi. un peu plus de 2 ans et demi. Et le diplôme, du coup, une fois que tu l'as eu, est-ce que tu as continué à te former ou à t'intéresser à des sujets Pour le coup, là, je suis passée de un enfant à un deuxième, donc c'était quand même pas Ah la oui, même orga. Enfin, tu vois ouais, ce que ouais, je veux tout à dire. fait. Donc là, déjà, d'avoir réconcilié ma vie perso, ma vie d'étudiante, du coup, parce que je Ouais, retournais là-dedans et je préparais Tokyo cette année-là. C'était quand même beaucoup. Tu vois, c'est quelque chose que tu fais à court terme, pas à ouais, long terme. bien Donc à sûr. court terme, ça marchait. Et encore une fois, l'aide de Guillaume a été essentielle Ouais, là-dedans. Donc, en tout cas, à ce moment-là, ça m'a permis aussi de penser à autre chose que l'athlé. Ça m'a fait du bien. ok, trop bien. Mais sinon, les autres fois, je sais que, par exemple, j'aimais beaucoup me perfectionner en anglais. J'ai pas encore le level que je voudrais. Mais tu vois, je piochais un peu partout, quoi. Enfin, D'accord. j'aimais bien aussi l'escalade. Donc, je pouvais, je grimpais à l'escalade, etc. Ou un peu d'équitation dès que je pouvais. Enfin, tu vois, j'essaie de toucher un peu à tout, quoi. Un Super. peu tous les domaines. Et donc, il y a un dernier sujet dans tous ces, on va dire, moyens d'être équilibré. Il y a la partie alimentation. Mm. Bon, évidemment, ça me concerne aussi, Ouais. mais c'est important Bien d'avoir sûr. toi ta position par rapport à l'alimentation depuis que tu es dans le sport. Mm. Est-ce que tu as eu des façons de faire, des régimes en particulier? Comment est-ce que tu as mis en place une alimentation plutôt adaptée à tes besoins? Et pour le coup, ça a été évolutif Ok, dans ma carrière. C'est-à-dire que c'est vrai que je me rendais pas forcément compte, mais au tout début, moi, je me disais, je mange bien. Et en fait, j'avais déjà eu la remarque d'un ami, pas du tout méchamment, hein, parce que bon, je suis pas du tout dans l'extrême de manger tout le temps fast-food. Hein, ouais, c'est pas ça. Mais tu vois, je voyais pas encore la différence entre une alimentation finalement d'un sportif et moi, je me trouvais déjà pas mal parce que je mangeais pas en grosse quantité déjà, ok, naturellement, sans me frustrer. Mais c'est vrai que je prenais pas en compte le fait que parfois je rentrais dans une période intensive, donc j'avais demandé beaucoup à mon corps.
et que par exemple il fallait boire davantage, il Ouais. fallait éviter de manger certaines choses qui n'étaient pas très nutritives en fait. Ok, C'est pas juste le côté prendre du poids, parce qu'en fait, comme j'ai jamais eu ce souci de poids d'accord. et que je suis pas dans un sport où c'est le au gramme près, ça va faire Ouais. la différence. C'est pas du tout le cas. Ouais. C'est pas ce qu'on peut retrouver par exemple dans, je sais pas, les sports de le judo, Le judo, où t'es ouais, pesé ouais. avant, etc. Là, effectivement, c'est essentiel. Donc moi, à partir de là, c'est vrai que dans ma tête, je me disais, bah, c'est bon, je suis dans un poids à peu près à la normale par rapport à mon gabarit, etc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de normalité, qu'on soit d'accord là-dessus. Du coup, j'allais pas plus loin que ça, Ok. tu vois. Et ensuite, bah, j'ai un peu plus creusé, etc. Et j'ai voulu manger plus sainement, mais après, il y a aussi le manque de temps, Ouais. parfois. Donc, tu te dis, mince, comment je fais? Est-ce que je prépare à l'avance? Du coup, j'ai arrivé à manger plus sainement ou plus équilibré, en tout cas à apporter à mon corps les nutriments dont il a besoin pour faire face à un entraînement ou à une Ouais. grosse période intensive. Mais c'était redondant, du coup. D'accord. C'était pas varié. Donc, j'avais pas le plaisir complet. Et là, vers la fin de carrière, je découvre ta boîte. Et c'est ça qui a fait la différence. Vraiment. Ok. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a jamais été amené à en parler. Non, Mais c'est c'est vrai. tellement un gain de temps. Mais vraiment. Parce que quand je rentre dans l'entraînement, Elle parfois... n'est pas payée, hein, je vous Non, le dis. non, oui, je n'ai pas de code promo, très honnêtement. Mais il y a plusieurs fois, j'ai pas pris le temps forcément de te le dire. Et je pense que c'est important que tu saches aussi. Je rentrais à l'entraînement, et soit c'était un lundi, soit c'était un jeudi. Je savais que les plats m'attendaient. Et donc, du coup, j'étais là en me disant, ah, je vais avoir quoi cette semaine? Donc, c'était un peu la surprise. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus creux à l'entraînement parce que j'accédais pas forcément aux perfs que je veux. J'étais un peu pressée. Et c'est juste ça, ça me faisait Ok. tu vois, et ben rien que ça, c'est tout bête, mais ça me faisait le petit kiff de la journée, tu vois. Bah, ça me fait plaisir. Ah bah écoute, je t'assure que C'est la c'était- victoire de la journée. Moi, je suis Ouais, trop donc il y content. avait ça. Et en Ok. plus, je sais que je mange sainement. Ouais. Donc c'est super. Ouais. J'avais pas besoin de penser à. Enfin, déjà, ça m'allège les courses. Ouais. J'ai pas besoin de me dire bon, quel plat je vais faire. Faut que je prenne ça, Frenzy. Tout est fait d'avance. Mais franchement, Ok. c'est Ouais, génial. en tout cas, moi, je suis trop content que tu partages Non, mais vraiment. ce retour d'expérience. Donc ça fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, tu fais appel à des services comme Sport and Green. Donc, évidemment, ça a pris une place importante pour toi. Donc là, on a fait le tour un peu finalement des ingrédients que tu mettais dans ton quotidien pour être tout simplement bien dans ta tête, bien... On a oublié un élément important. On a vas-y, oublié, non, j'allais y venir. C'est le préparateur mental. Bien sûr. On n'en a Aussi. pas parlé parce que tu n'en avais pas forcément lors de Avant, non. Oui, ouais. Et donc, vas-y, partage-nous cette notion de préparation mentale parce que dans le sport en France, c'est encore... pareil, vu d'un certain regard. Je pense que ça s'améliore Nettement. beaucoup. Moi, j'ai fait appel à un préparateur mental aussi pendant Mm. pas mal d'années. Je le fais encore aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur. Tu vois, j'ai besoin d'un Mais oui, coach. ça m'étonne pas du tout. Donc, partage-nous un peu, toi, ta démarche par rapport à ça. Bah, écoute, j'ai eu dans ma carrière 2 préparateurs mentaux, Oui. du coup, différents, qui n'avaient pas du tout la même approche, mais les deux se complètent. Donc, Ok. tu vois, je suis très contente. La première, donc je disais, elle m'a suivi de 2014, donc ensuite, après Zurich, D'accord. jusqu'à 2021. Et ensuite, j'avais ma deuxième Donc, une période où parenthèse. tu as eu pas mal de médailles aussi. Oui, écoute, mais non, mais j'ai appris tellement de choses. C'était super sympa parce que on reprenait les courses, on faisait du coup on détaillait ce que j'ai pu ressentir, etc. En gros, ça me permettait moi de garder ce qui a fonctionné et ce qu'il faut, sur quel axe en fait il fallait que je m'améliore. Ok. Donc c'est top. À côté de ça, tu avais la visualisation, ce qui permet aussi d'anticiper un peu tes émotions en compétition, pour pas être submergé finalement par tes Donc, émotions. concrètement, tu te voyais... Tu fermes, vraiment, comme une méditation, sauf que c'est pas vraiment le Ouais, même. mais c'est intéressant, vas-y. Tu as la même recherche. Mais en tout cas, donc tu fermes les yeux, tu es généralement drivé par ton coach mental, du coup. Et vraiment, il faut que tu ressentes les émotions. Donc la foule, tu imagines la foule, tu imagines le stade, le moment où tu es derrière tes blocs. Donc vraiment, tu ressens tout. C'est vraiment ce qu'on recherche. Ouais. Le moment où tu mets dans les blocs. Et ensuite, tu fais un premier scénario. Ok. Peut-être le scénario où tu seras devant, mais un autre scénario où peut-être que ça se passe pas comme tu le souhaitais. Quelqu'un t'attaque, n'importe quoi. Mais toi, il faut que tu restes focus, D'accord. tu vois, positive. Tu vois, on cherchait le côté positif, pas pour justement ne pas paniquer le jour J si ça s'est pas passé comme prévu. Ah, mais est-ce que c'est moi qui me suis trompée dans ce que je fais ou c'est l'autre qui veut partir plus vite, tenter quelque chose? Tu vois, ça t'enlève tout ça.
Et vraiment, j'arrivais à retranscrire ça le jour J. J'étais pas en panique parce que j'avais imaginé tous les scénarios, Ok. tu vois. Et ça, Donc, c'était ça un vrai t'a plus. permis de gérer donc, le stress. Mm. euh, Rester positive aussi donc, d'accord, en restant positive. et concentrée sur ce que je faisais. Ok, hyper intéressant. Et donc, parce que moi, j'imagine le moment où tu as une bulle d'angoisse. Enfin, moi, en tout cas, de l'extérieur, c'est ce que ça donne comme impression dans les starting blocks, justement, avec à vos marques préparées et le coup de pétard. Mhm. Moi, je trouve ça. Ouah, il y a un calme à un moment donné. Ouais, la calme avant la tempête. Ah, ça, c'est hyper de l'extérieur, tu vois, c'est pesant, quoi. Tu vois, c'est fort. Toi, comment ça se passe quand tu es justement dans cette position Ça dépend. Soit je suis très concentrée sur l'aspect technique, ce que je dois mettre en place, soit au contraire, un peu moins maintenant, justement grâce à la préparation entre autres et l'expérience. Mais tu pouvais avoir tes pensées négatives à ce moment-là. Ça peut être n'importe quoi. Puis parfois, c'est pas fondé, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un peu des craintes qui te passent comme ça. Et juste avant, tu te dis, mince, et ça peut jouer ou non sur la course. Parce que finalement, parfois, quand tu as le coup de pistolet, tu peux être vraiment focus dans ta course quand même. Mais parfois, non, parce que tu es encore dans l'aspect négatif. Donc, du coup, tu vas pas oser forcément te lancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, je le travaillais du coup en préparation mentale. Mais je travaillais aussi la chambre d'appel parce que nous, avant la course, tu as une ou deux chambres d'appel. Qu'est-ce qu'une chambre d'appel? Une chambre d'appel, c'est quand tu dois te retrouver avec tes concurrentes. C'est le moment où tu vas mettre le dossard, par exemple. Ouais, d'accord. Et en fait, on est tout alignés, donc on se voit. Tu vois, tu dois pouvoir gérer ça parce que ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Et faut pas que tu sentes non plus que tu perdes ton échauffement. Tu vois ce que je veux dire? Ça se travaille. D'accord. Et tu as des moments de stress aussi. Et j'ai travaillé aussi sur des exos de souffle que je peux avoir en chambre très discrète. Dans chambre l'épisode d'appel. précédent, d'ailleurs, c'est Luca Karabatic qui me parlait d'exercices de respiration. Très pratique. Pas mal. C'est rapide et c'est très discret. Donc ça, en chambre d'appel, tu peux avoir des pics de stress. Et, et je l'ai appris aussi grâce à les préparateurs mentaux. Donc voilà, globalement, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Après, tu as plein d'autres facettes, tu vois. Mais en réalité, c'est ça. Et ce qui m'a apporté de plus, mon préparateur actuel, c'est peut-être la recherche plus profonde. C'est-à-dire savoir pourquoi j'avais telle ou telle réaction pendant les compétitions, pourquoi j'apporte autant d'importance au regard des gens, par exemple, tu vois, et débloquer certaines choses, parce qu'en final, c'est pas très agréable si tu cours pour les autres, tu vois, par exemple. Et parfois, tu n'as pas le temps de réfléchir à ça, parce que tu enchaînes les compétitions, tu cherches pas plus loin. Et en fin de compte, j'aime bien sa vision, parce que ça va m'être utile même après, en fait, ma carrière de sportive. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment, il s'est focus sur moi avant. Même notre première entrevue, et ça m'a surpris. Je pensais que ça allait être, par exemple, c'est quoi ton objectif, machin. Non, c'est d'abord moi. J'ai d'abord parlé sur moi, etc. C'était assez sympa. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, en fait. Il ne me voit pas juste comme une sportive avec son étiquette. Et ce qui l'intéresse, c'est pas juste que je gagne médailles. C'est pas ce qui l'intéresse. Effectivement, si j'atteins mes objectifs, c'est génial. C'est tout bénef. Mais c'est un travail plus profond. Donc ça, c'est une vision qu'on m'avait pas forcément offerte auparavant. Donc ça, tout mis bout à bout, ça fait une bonne mallette, quoi. Et en tout cas, moi, je suis complètement en phase avec ce côté très profond, en fait, que juste simplement, en effet, aller chercher une médaille. Et donc, le toi d'aujourd'hui, pour faire un peu la passerelle avec le sujet suivant, donc c'est plus la partie reconversion. Avant qu'on bascule sur tes envies d'après, du coup, après carrière sportive, et ton plan, si t'en as un, parce que t'en avais un. Maintenant, je me fixe plus un plan précis, tu vois. Je laisse un peu ouvert, mais je mets bien sûr un fil conducteur. D'accord. Il y a une notion plus d'un point de vue pragmatique et financier sur la manière de gagner sa vie dans l'athlétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le modèle, comment ça fonctionne ? Alors, les modèles peuvent varier selon les athlètes, pas seulement par rapport à leur performance, mais aussi comment ils vont driver ça. S'ils sont complètement acteurs ou s'ils délèguent tout. Enfin, il y a beaucoup de choses s'ils ont certaines notions aussi, que ce soit... on va y venir après, sinon je vais perdre le fil. Mais en tout cas, il y a plusieurs rentrées d'argent possibles. D'accord. Donc, selon ton classement, tu peux avoir un fixe. Par exemple, si tu as fait un podium mondial ou européen, dès lors, tu peux avoir un fixe. Donc par contre, c'est un peu comme un CDD de la Ligue nationale d'athlétisme. D'accord, ok.
Et donc, c'est versé à la Fédé. Bref, c'est tout un... Bon, ça, c'est pas très important forcément de le savoir, mais Ouais. en tout cas, c'est comme un CDD renouvelable. Ok, ça c'est Donc, intéressant. Généralement, ça dure 2 ans, donc c'est très court. Et ça c'est un fixe qui te permet de vivre. Moi, généralement, je l'utilisais pour subvenir à mes besoins du quotidien, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Pas forcément pour investir, c'était juste, voilà, tu vois. Ensuite, tu as aussi les rentrées d'argent par rapport à tes sponsors. Ok. Donc ça, selon le revenu, enfin, du coup, le montant global de tes contrats sponsoring, tu vas ouvrir une société. D'accord. Et tu choisis laquelle, bien sûr, en fonction. Ok. Donc, c'est mon cas. Donc, moi, j'ai ouvert une société. Et en parallèle, j'avais aussi le fixe. Donc Oui. En gros, je ne sortais pas mon argent de ma société. Je sortais juste les dividendes à la fin de l'année. D'accord. Mais tu peux aussi choisir. Il y en a certains qui utilisent leur société pour se verser un salaire. Ok. C'est des frais en plus, mais ça, c'est D'accord. stratégique. Et est-ce qu'il y a une partie prize money? Et j'y allais y venir. D'accord. Et il y a la partie prize money. Ok. Donc, parfois, on te paye juste pour te déplacer. Déjà, juste le fait que tu te déplaces la compétition. Ouais. Et tu as aussi là-dessus, selon la place, première ou deuxième ou troisième, tu vas aussi avoir un prize money. Ok. Et ça peut aussi être hyper fluctuant parce que des fois, tu as des week-ends où tu peux tripler. C'est-à-dire que dans ton contrat d'image avec ton équipementier, c'était écrit que si à ce meeting-là, tu gagnais, tu as en plus encore une prime. D'accord, je vois. Donc, en fait, c'est une gestion, quoi. Ok. C'est sûr que c'est pas forcément stable, mais ça peut être fluctuant. Ça Ok. dépend. Et pas seulement pour tes pairs, si tu gères bien, finalement, parce qu'il y a aussi le côté image. Faut jongler avec tout ça et être bien entouré aussi. D'accord. C'est vrai que dans l'athlétisme, en plus, vous êtes peu nombreux à réellement avoir cette situation où vous en vivez. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut citer le nombre d'athlètes qui en vivent réellement par discipline. Kevin Meyer, entre autres. C'est lui qui me vient de suite à l'idée, mais Après, j'ai l'impression vraiment c'est des on individus... n'en discute pas forcément non plus. Oui, tu vois, on va évidemment. pas aller se dire alors toi t'as envie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est en tout cas par rapport au nombre de pratiquants, je pense que parce qu'il y a quand même un sacré nombre. Oui, non, mais je pense que ça se compte sur les doigts des deux mains. Ouais, je pense Ok. en France. Ok, bah en tout cas, c'est sûr que c'est comparable au beach volley où là, on est peut-être 2 ou 3. D'accord. J'exagère. Ouais. Non, là, Ça dépend des années, il y a plein de c'est- choses qui jouent. C'est peut-être une petite dizaine, quoi. Ok, super intéressant. Et donc, je rebascule maintenant sur le sujet de reconversion. Toi, aujourd'hui, tu as fait tes études justement dans le management. Tu as l'expérience de créer une boîte, de gérer une boîte. Ça, c'est génial. Est-ce que tu as des idées de reconversion? Oui, j'ai des idées. Après, comme je te le disais, j'ai pas envie de me fixer une idée précise, comme j'ai pu le faire, par exemple, en disant oui, après ma carrière, je ferai ma vie de famille, parce que la Floria d'aujourd'hui, ça va pas être la même que demain, quoi. Enfin, après, je sais qu'en tout cas, aujourd'hui, j'aime beaucoup le milieu de la stratégie d'entreprise. J'adore ça. Okay. Peut-être lié au fait que tu retrouves aussi ça, finalement, quand tu es athlète. C'est hyper stratégique par rapport au ranking, notamment. Tu te dis, bon, je vais courir là, ça me rapportera tel point. Enfin, voilà, tu imagines toujours différentes stratégies, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté-là. Après, bien sûr, c'est tout autre en entreprise, mais c'est vrai que c'est une des matières. C'est un parallèle entre ta gestion de carrière et en entreprise. Et être agile aussi. Quand c'est pas le plan A, c'est le plan B. Faire face à certaines situations, et voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé cette matière-là. D'accord. Et j'aime également le marketing. Donc, dans tous les cas, je voudrais manager, dans l'idéal, une équipe dans ces deux branches-là. Ok. L'une ou l'autre. Et tu aurais la possibilité de le faire, par exemple, avec un de tes partenaires, ou c'est des choses qu'ils peuvent proposer? Peut-être. Oui, il y en a avec certains où je l'ai évoqué. Ok, ça c'est top déjà d'avoir une connexion avec le monde de l'entreprise. Parce que je pense qu'en tant qu'athlète, il n'y a rien de mieux que d'avoir un peu cette assurance ou cette préparation, tu vois, assez fluide avec un de ses partenaires, quoi. Oui, complètement. Après, à la base, je m'étais dit, j'aimerais bien, dans l'idéal, pas forcément être relié direct au milieu du sport. C'est-à-dire pas forcément. Parce que justement, je me dis, on n'a qu'une vie, j'ai envie de connaître d'autres choses. Mais en fait, en fin de compte, je me dis, mais pourquoi pas commencer comme ça, et puis on verra l'évolution. Mais à côté, il y a aussi l'entrepreneuriat qui me plaît. Enfin, en gros, il y a beaucoup d'idées. Et pourquoi pas les deux en même temps? Enfin bref, je ne sais pas, mais je laisse les portes ouvertes. Et tu as quelqu'un qui t'accompagne sur ce sujet? Pour la reconversion? Ouais. Plus ou moins, oui. Enfin, en tout cas, j'ai pris part à un event du CNOSF, qui justement est là un peu pour t'accompagner. Et c'était un premier volet. Donc
c'est encore tout neuf. Et en tout cas, ça m'a permis de rencontrer un mentor d'une entreprise assez connue, du coup, qui s'appelle Business France, dans l'apport-export. Je ne sais pas si tu connais. Mais il m'aide énormément parce que du coup, on cible déjà ce qui pourrait me plaire. Et puis lui-même, ce qui est top aussi, le hasard, c'est qu'il a été sportif pro en cyclisme. Ok, trop bien. Et lui-même, du coup, a pu faire face à une reconversion. Il sait ce que ça demande, tu vois. Et donc, du coup, je suis en échange avec lui là-dessus. Là. C'est quoi tes peurs par rapport à la reconversion, si tu en as ? De ne pas retrouver la même adrénaline que j'ai pu retrouver pendant ma carrière. De ne pas parvenir à me transcender, de tomber dans une routine. Tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, je pense que si c'est le cas, j'aurais pas peur, à mon avis, de changer de chemin. Même si on me dit, mais ça va pas, regarde là, t'as le confort, et ben, je pense que j'aurais pas peur, tu vois, de prendre mon propre chemin. En tout cas, tu n'auras pas peur de rester maître de ton projet. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Top. Écoute, franchement, on a quand même parlé d'un tas de sujets, c'est très complet. Là, on va passer plus sur des questions de fin, même d'introspection. Allez. C'est quoi aujourd'hui ton rêve ? D'être heureuse, épanouie et toujours alignée avec mes valeurs. Parce que je me dis que ça ne doit pas toujours être évident de le rester. Notamment, je pense aux chefs d'entreprise parfois qui avaient une idée précise, avec des valeurs précises pour leur entreprise, et finalement qui parfois se sont sentis perdus ou obligés, soit par la société ou des questions budgétaires, de finalement faire une entrave à une ou deux valeurs. Et je me dis, ça devait être difficile à vivre, en fait. De dire, mince, quand j'ai commencé, j'étais plein d'ambition et voilà, j'étais persuadée que j'allais rester droit dans mes bottes et en fin de compte, pas être satisfait forcément de l'image qu'on renvoie. Donc là, moi, pour faire simple, j'aimerais être heureuse et alignée avec mes valeurs. Tu peux nous citer quelques valeurs ? Là, tu me prends de court du coup, parce que c'est... Celle qui te parle le plus, quoi. Celle où vraiment, toi, c'est ta valeur forte. Je sais pas. Ne pas être omnibulé par le besoin de résultats financiers, même si je sais très bien ce qu'il y a derrière une société pour l'avoir étudié. C'est essentiel. Mais en tout cas, ne pas bâcler certaines choses. Essayer, en tout cas, de trouver... le juste milieu pour apporter, être fidèle à ce que j'ai promis à ceux qui vont, je sais pas, s'associer à mon entreprise, par exemple, si jamais je suis à la tête de mon entreprise, et rester fidèle à ça jusqu'au bout, ne pas les décevoir, ne pas décevoir. D'accord. La confiance, c'est ça. Du coup, ça garder la confiance et être proche de ceux avec qui je travaille. Ok. Un message que tu aimerais passer à Cameron et William quand ils seront un peu plus vieux, tu vois, mais qui démarrent dans leur vie active. Ça me fait tout drôle, là, là. Tu vois, genre 18 ans, ils ont 18 ans, ils découvrent la vie, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message ? J'irais ne pas avoir peur de s'écouter. Peu importe ce que les autres vont te dire, vraiment juste ressentir toi ce qui te fait sens. Ne pas avoir peur d'oser, même si c'est pas dans les clous, entre guillemets. Oser, en fait. Oser. Franchement, en tout cas, venant d'une mère, automatiquement, c'est parlant. Moi, j'ai passé un moment incroyable pendant cette heure 20, je pense. Donc, c'était vraiment un plaisir d'en connaître plus sur toi. Les deux dernières questions que j'ai, c'est tout simplement... à qui tu passerais le relais, et là pour le coup c'est le cas de le dire, pour l'épisode de podcast dans ton entourage? Est-ce que tu as un athlète ou une athlète qui serait un super profil pour venir partager son expérience? Je suis en train de réfléchir, mais là c'est pas... Attends. Donc toujours en activité du coup? Pas forcément. En activité c'est sûr, c'est le mieux, mais quelqu'un qui est passé par les mêmes chemins que toi. Est-ce que tu peux me donner le temps de la réflexion et puis je t'enverrai ça par message? Ouais. Et puis on en reparlera. D'y réfléchir quand même un peu, tu vois, pas juste te donner un nom pour te donner un nom. Ça marche. Ça fasse sens, quoi.
Sinon, donc tu es présente évidemment sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu as un site internet d'ailleurs? J'en avais un, mais pour le coup, les réseaux sociaux sur lesquels je suis actuellement, c'est plus impactant. Plus impactant. Donc, si le on veut site te joindre, internet le plus actuellement. simple, c'est où? C'est LinkedIn ou Instagram. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci encore, Floria. Avec plaisir. Merci C'était à toi de m'avoir invité. Bah, franchement, c'était un vrai plaisir. Et moi aussi. Plaisir partagé. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a certainement des clés de performance que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Pour aller plus loin, j'ai 3 options. Option numéro 1, retrouvez-moi sur LinkedIn pour me faire part de votre retour sur l'épisode. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Option numéro 2, j'ai créé Sport & Green. Notre mission, c'est de transformer votre quotidien grâce à l'alimentation. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, on est là pour vous aider à faire de l'alimentation votre levier de croissance numéro 1. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site sportandgreen.com. Enfin, option numéro 3, partagez ce podcast à un maximum de personnes autour de vous afin de transformer les mindsets et de les aider à les guider vers de meilleurs résultats. Merci encore pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. No pain, more gain. Ah, j'ai oublié, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça aidera le podcast à avoir encore plus d'impact.